Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Je tiens vivement à remercier toutes les organisatrices de ce colloque qui m'intéresse beaucoup, puisque je m'intéresse à la question du visage et de notre rapport aux écrans et aux caméras. Pour le dire un peu rapidement, il y aurait toujours deux visages, un visage vu, visible, qui lui pourrait être associé à l'écran, et puis un visage voyant, percevant, qu'on pourrait associer à la caméra. Visage voyant avec la caméra. Donc j'observe ces deux appareils, écran et caméra, et la façon qu'on a de les coupler à ces deux faces de nos visages, perçus, percevants, pour comprendre comment nos relations et nos rencontres s'en trouvent affectées aujourd'hui. Pour cette communication, je vous propose de penser un visage hybridé à la caméra, visage percevant avec la caméra, et mon objet d'étude emblématique de cette question, ce sera le casque de réalité virtuelle et les vertus d'empathie qu'on lui prête. Alors le concept d'empathie a ceci d'intéressant qu'il questionne justement cette double face du visage vu-voyant en suggérant une intériorité et une extériorité. Empathie à l'intérieur du sentiment, empathéia, le grec, voilà, pathos, qui invite à penser un sentiment intérieur. Or, remarque Andrea Pinotti dans un ouvrage sur l'empathie, cette notion d'intériorité, ce dedans pose problème dès lors que je n'ai d'autrui que son dehors, sa peau. L'empathie consiste donc non pas à voir au-delà de la peau de l'autre, mais à sentir en moi comme l'autre sent, à faire comme si j'étais l'autre. Alors le casque de réalité virtuelle, s'il me donne possiblement à voir depuis le point de vue de l'autre, ce qui peut m'aider à me mettre dans la peau de l'autre, c'est-à-dire à m'identifier à son corps et à ses sentiments. Est-ce qu'on pourrait, grâce à cette médiation technique, faire corps l'un avec l'autre? Et si oui, quel est le statut hybride de ce corps? Comment fonctionne-t-il? Alors avant de proposer l'analyse d'un dispositif bien particulier, je vais faire quelques remarques sur la façon dont on pourrait faire corps avec cet appareil en lui-même, la particularité d'un corps qui porte le casque. Alors cette nécessité de faire corps n'est pas nouvelle, faire corps avec le dispositif technique. Si on en revient à l'écran de cinéma classique, donc l'écran à distance, Christian Metz montre que pour s'identifier à certains personnages, être en empathie avec eux, il faut dans un premier temps s'identifier à la caméra elle-même, à l'instance de perception dans le monde diégétique. C'est comme ça que, en regardant le film, quand la caméra tourne, je ne tourne pas la tête, puisque je l'ai déjà tournée, je cite Metz, dans le film, en tant que tout-voyant, en tant qu'identifié au mouvement de la caméra, comme sujet transcendantal et non comme sujet empirique. Fin de citation. Avec le casque de réalité virtuelle, la lecture du film ne se fait plus par rapport à l'écran, mais avec lui. Si la caméra tourne, c'est parce que j'ai tourné la tête. Tout le monde a fait un peu des expériences au casque de réalité virtuelle, vous voyez? Ok. Donc voilà, l'expérience du monde virtuel dépend donc de mes mouvements qui actualisent des images potentiellement tout autour de moi. C'est ça qui me donne l'impression d'être immersé dans un autre espace. On a une codépendance entre le corps humain et la machine. On bascule dans un nouveau régime d'images que Ruggero Eugeni a appelé les plans à la première personne, qui se différencie du plan subjectif au cinéma quand la caméra est censée remplacer le corps d'un personnage. Les plans à la première personne, je le cite, dans ces plans-là, le sujet de la perception et la caméra forment une seule et même entité dotée de traits à la fois humains et mécaniques. Et il donne, fin de citation, et il donne à cette entité le nom de corps capteur que je vais essayer de réutiliser. Ce corps capteur, donc cette instance responsable de la constitution perceptuelle de l'univers diégétique, est tout le temps, c'est une entité hybride, instable, qui est aussi tout le temps explicitement entre un pôle sujet et un pôle objet mécanique. C'est le cas, par exemple, des jeux vidéo aussi, mais des images prises par des caméras de vidéosurveillance. Cette technique post-cinématographique rompt avec un modèle positionnel et statique, celui de la perspective centrale, qui, on le voit bien, définit un spectateur à partir de l'image. C'est-à-dire la perspective définit en l'anticipant la position qu'aura après coup le spectateur qui regardera l'image. Dans ce cas-là, le spectateur est considéré comme une entité désincarnée qui occuperait une place abstraite, vide, qui correspond au centre de la perspective. À l'inverse, en suivant une approche phénoménologique, avec Viviane Sobchak par exemple, on considère le film comme un acte perceptif en lui-même, un geste incarné, et non plus simplement l'objet de notre perception, comment je vois avec le film. Anna Caterina Dalmasso reprend toute cette pensée avec Merleau-Ponty, je la cite. Devant l'écran cinématographique, mon regard germine avec le regard du film. Il erre en lui, je vois selon lui ou avec lui plutôt que je ne le vois. Fin de citation. Le casque de réalité virtuelle semble activer concrètement cette approche de l'image en proposant une perception conjointe du corps humain et de la machine.
tout ça se complexifie avec la possibilité de me figurer un corps de personnage dans le monde virtuel. Je peux parfois voir en amorce, quand je baisse la tête, un corps auquel je suis censée m'identifier, dont je ne vois pas le visage, puisque je suis censée l'incarner, et je ne vois jamais mon propre visage, sinon au miroir ou par le détour d'une image. Donc je reprends à nouveau comment m'identifier avec ce corps virtuel, mais est-il possible d'une certaine façon de fondre mon visage avec celui d'un autre? J'en viens donc à cette installation particulière que j'aimerais analyser, qui s'appelle The Machine to Be Another, par un collectif basé à Barcelone qui s'appelle Be Another Lab. Donc il tient plus de l'expérience, hein, je mets de côté les récits plus classiques, enfin, les remédiations de films un peu de type cinéma qui seraient posés au casque. Cette expérience va introduire un biais dans l'équilibre délicat du corps capteur, et ce biais, c'est un autre corps capteur. Je m'explique. Est-ce qu'on... Ouais, c'est possible de baisser un peu les lumières, parce qu'on va mieux. Ouais, c'est assez sombre. Dans cette expérience qui se fait à deux, on porte chacun un casque de réalité virtuelle monté d'une petite caméra. Et les images diffusées dans le casque de l'un sont celles générées en direct par la caméra de l'autre, et inversement. On aurait donc l'impression d'une certaine façon d'échanger nos points de vue, puisque nous voyons chacun en direct ce que la caméra de l'autre filme. Okay ? On pourrait dire que je confonds d'une certaine manière mon visage, pas avec le visage de l'autre, mais avec la caméra portée par le visage de l'autre. Le collectif fait la promotion de ce dispositif-là en parlant d'empathie. The Empathy Machine, le casque de réalité virtuelle, permettrait de connecter les gens, de les reconnecter en faisant encore avec toi, en voyant à travers tes yeux, je me rapprocherai de toi, je te comprendrai mieux. Ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est les tensions entre mon corps propre et ce corps image, les interférences qui s'établissent entre ces deux instances, mais aussi les points de contact. Je vais essayer de montrer que ce n'est pas tant un sentiment empathique qui est développé dans l'expérience, mais une attention inédite à l'autre qui passe par une attention mutuelle à nos images respectives. En effet, pour que le transfert, une forme de transfert puisse s'établir avec le point de vue de l'autre, il faut que le corps que je vois au casque corresponde au geste que j'opère. C'est-à-dire que si j'ouvre la main, il faut que mon partenaire ouvre également la main, puisque pour que l'image que je vois au casque corresponde à la sensation proprioceptive de mon corps. Donc on a comme ça un équilibre fragile qui s'installe entre nos deux corps connectés, un équilibre précaire, puisqu'un mouvement brusque pourrait me faire sortir brutalement de l'image. Si je me lève d'un coup, mon corps visible, lui, reste assis. Ça peut être perturbant. Ce hiatus mène Carol Nozella à parler d'une vision déterritorialisée de mon propre corps, d'une forme de désubjectivation provoquée par le déplacement de mon centre de gravité en dehors de lui-même. Pour s'approprier donc ce corps hybride, on devient codépendant l'un de l'autre. Il faut qu'on travaille conjointement à synchroniser nos images, mais il est bien sûr impossible de vérifier effectivement que les deux images correspondent, puisque je n'ai qu'un corps capteur constitué, je le répète, à la fois de ma perception visuelle, qui est chargée de ta présence, chargée de la présence de l'autre, et ma perception kinésique, qui essaie de suivre cette image. On peut imaginer des meneurs et des suiveurs, c'est-à-dire je t'invite à lever la main, je t'invite à tourner la tête, mais en produisant des mouvements lents, et en étant très attentif à l'image de l'autre, on en vient à ne plus savoir qui initie quel geste, et l'image semble répondre sensiblement à mon intention. Donc voilà, on a des gestes communs qui deviennent le fruit d'une négociation, qui s'instaure à partir d'une image de corps en première personne, sans qu'il y ait de face à face. En plus de l'aspect visuel, puisqu'on a un casque audio qui diffuse une nappe musicale censée nous isoler de l'environnement hors casque, il y a deux médiateurs qui s'emploient à nous donner des retours tactiles de ce corps visuel que nous incarnons, que nous sommes supposés incarner. Donc en se basant sur les deux écrans que vous avez vus placés au-dessus de chaque participant, écrans qui diffusent les images vues au casque, ils vont proposer plusieurs sensations tactiles, synchrones là aussi. Et pour faire ça, ils suivent une partition de touches en forme de compte à rebours que je vais essayer de vous imiter. Ils disent comme ça très doucement, 1, 2, 3, touche, lève, 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 1, 2, 3, touche, glisse, 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 1, 2, 3, lâche. Ce genre d'incantation, de chant, si on peut l'appeler ainsi,
qui leur permettent de se suivre l'un l'autre pour donner exactement les mêmes retours tactiles aux deux participants. Alors, ça permet effectivement d'appuyer une identification à ce corps qui n'est pas le mien, puisque en jouant sur une confusion de sensations à la fois attribuée à mon propre corps qui perçoit tactilement ce corps visuel qui n'est pourtant pas le bon, c'est-à-dire qui ne renvoie pas l'image habituelle de mon corps. Ces exercices créent certes donc une sensation troublante, une association déroutante au corps de l'autre, mais ne produisent évidemment pas un transfert strict. Nous finissons non pas par échanger de corps, mais par confondre nos corps en deux endroits. Il n'y a pas deux corps séparés ou un super corps hybride qu'on formerait tous les deux ensemble, mais deux fois un corps capteur qui nous donne des expériences similaires et codépendantes. Il ne s'agit donc pas de l'identification à un autre point de vue, mais de la confrontation à une autre intentionnalité, non pas the machine to be another, mais the machine to be with one another. La présence de l'autre est d'autant plus saillante, d'ailleurs, dans les décalages, écarts, débrayages qui s'immiscent dans l'image. On le voit par exemple avec l'un des partenaires qui a avancé son pied et qui n'a pas été immédiatement suivi par sa partenaire. Et puis vous pouvez aussi apprécier les correspondances des deux images au-dessus. C'est cet écart dans la synchronie qui fait transparaître dans l'image, à la surface de l'image, la présence de l'autre, une présence qui définitivement m'échappe, se dérobe, résiste justement à l'incorporation. Donc c'est intéressant puisque l'expérience fait justement le contraire de ce qu'elle prétendait faire, mais c'est ça qui est intéressant, puisqu'elle révèle, elle permet de saisir justement dans les résistances qu'elle provoque ce qui fait une subjectivité. Elle en devient en tout cas un instrument d'investigation intéressant. Le corps capteur que je forme, qui implique la pesanteur de mon corps et l'image intangible de l'autre, donne à sentir une présence insaisissable, non assimilable, qui impose toute son épaisseur, son opacité. Ainsi, et je conclus là-dessus, le visage appareillé de l'autre ne peut pas être considéré comme une prothèse. Je ne porte pas la perception de l'autre comme on porterait un masque. J'ai beau essayer de me fondre avec lui, de confondre ma perception avec la sienne, je ne sens que les bords du casque et non, bien sûr, les bords d'un visage. L'ultime réalité virtuelle, c'est toi. Une forme de fusion est donc impossible, et c'est bien là l'idée qu'expose Lévinas pour penser l'altérité. Je le cite dans Éthique et Infini. L'idée d'un amour qui serait une confusion entre deux êtres est une fausse idée romantique. Le pathétique de la relation érotique, un fantasme de fusion, c'est le fait d'être deux et que l'autre y est absolument autre. Fin de citation. En fait, de fusion, c'est une confrontation qui se joue là, non pas un faire corps avec l'autre, faire corps strictement avec la machine, mais un corps à corps, par la médiation technique. La technologie montre donc ici un corps dont les limites se redéfinissent constamment à la mesure de la présence de l'autre. Le casque de réalité virtuelle ne me fait donc pas accéder à ce que l'autre sent et ressent. Il m'invite plutôt à me tourner vers mon propre corps percevant et la façon dont l'autre l'affecte le constitue. Je vous remercie.